Bonjour Sem, c'est vraiment un plaisir de lancer cette nouvelle analyse approfondie aujourd'hui. Bonjour. C'est vrai qu'on a un programme assez chargé. Ouais, très chargé. Parce que notre mission du jour, c'est de plonger au cœur des vrais mécanismes de la création de richesse. On va essayer de comprendre pourquoi le développement d'un réseau relationnel, ce qu'on appelle très souvent le networking, c'est pas du tout juste une compétence sociale en fait. Ou une obligation mondaine un peu ennuyeuse comme on l'entend souvent. C'est ça. C'est en réalité le moteur structurel principal, la machine invisible en fait, pour générer des opportunités financières et accumuler du capital à grande échelle. C'est vraiment le nœud du problème de l'économie moderne. Et je crois qu'il est essentiel de poser un cadre fondamental dès le départ. L'idée reçue, qui est d'ailleurs largement enseignée à l'école, c'est qu'il suffit de suivre un chemin hyper linéaire. Le fameux parcours de l'étudiant modèle. Exactement. Obtenir un diplôme prestigieux, travailler dur dans son coin, ou bien mettre en place un bon petit plan financier en épargnant sagement sur des indices boursiers, et hop, on s'enrichit au fil du temps. Sauf que quand on regarde les données, c'est pas ça. Non, la réalité économique des hauts revenus démontre tout le contraire. Le fil conducteur qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes toujours notre propre meilleur investissement. Et c'est ce qu'on va voir en détail. Oui, parce que dans ce sens, se bâtir un réseau solide surpassera toujours, mais vraiment toujours, n'importe quel plan financier approximatif. C'est un actif humain qui offre des rendements exponentiels. Et contrairement à un portefeuille d'actions classique, ça nous protège activement des secousses du marché. Et c'est justement cette mécanique, étape par étape, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que lorsqu'on s'intéresse aux proportions de cette économie invisible, honnêtement, les chiffres donnent le vertige. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On grandit tous avec cette image un peu naïve du marché du travail. Les entreprises publient des offres, les candidats envoient sagement leur CV, et à la fin, le meilleur l'emporte. La méritocratie parfaite sur le papier. Voilà. Mais dans la vraie vie, l'économie réelle, quelle est la véritable taille de ce qu'on pourrait appeler le marché caché? Les données actuelles sur le marché du travail à haute valeur ajoutée dressent un tableau fascinant. Il faut savoir qu'entre 70% et 85% des emplois les plus lucratifs, on parle de postes de direction ou de grosses opportunités d'association, ne font jamais l'objet d'une publication publique. Jamais, Jamais. Ces postes y circulent et sont pourvus exclusivement à l'intérieur de cercles fermés. C'est un véritable marché fantôme, en fait, qui opère en parallèle de l'économie visible. Et ce marché caché, il génère ce qu'on nomme une prime de réseau. Une prime de réseau. Donc, ça veut dire qu'il y a une valeur monétaire directe, un prix attaché au fait de connaître la bonne personne. Précisément. Concrètement, les candidats qui sont recommandés par quelqu'un en interne, ils ont 4 fois plus de chances d'obtenir un simple entretien. 4 fois plus, c'est énorme. Et c'est pas tout. Ils sont embauchés jusqu'à 70% plus vite que les candidats qui passent par les plateformes de recrutement classiques. Mais la traduction monétaire la plus frappante de cette prime, c'est qu'ils gagnent en moyenne 7% de plus au moment de l'embauche, pour exactement le même poste. C'est fou, ça. Parce que quand on y réfléchit froidement, c'est hyper contre-intuitif. Dans quel sens ? D'un point de vue purement capitaliste, pourquoi une entreprise ou un fonds d'investissement serait prêt à payer une prime de 7% à un candidat juste parce qu'il vient de la part de quelqu'un d'autre? Si on a deux personnes avec les mêmes compétences sur le papier, un acteur économique rationnel, il devrait choisir le moins cher, non? C'est une excellente question. Et la réponse à cette énigme, elle réside dans un concept économique majeur qu'on appelle l'asymétrie d'information. D'accord. Imaginons le situation. Recruter un individu pour un poste clé ou investir des millions dans un nouveau projet, ça comporte un risque opérationnel et financier énorme. L'employeur ou l'investisseur, il ne sait jamais vraiment ce qu'il achète. Il y a toujours un gouffre énorme entre les promesses d'un CV aussi brillant soit-il et la réalité d'une personne sur le terrain quand elle est sous pression. C'est un peu comme quand on achète une voiture d'occasion, finalement. Ouais, c'est ça. On peut lire la fiche technique, la carrosserie brille sous le soleil du vendeur, mais on ne sait jamais vraiment si le moteur va lâcher au bout de 100 km sur l'autoroute. L'analogie est parfaite. Et dans ce contexte de forte incertitude, une recommandation qui vient d'un réseau de confiance, ça agit comme un mécanicien expert qui viendrait certifier la voiture avant l'achat. Ah, je vois. C'est un filtre, en fait. Exactement. C'est un filtre qui élimine, ou du moins qui réduit drastiquement, le risque perçu. La connexion humaine vient combler cette fameuse asymétrie d'information. L'entreprise, elle ne paie pas 7% de plus pour faire plaisir à la personne qui recommande. Elle paye une prime d'assurance. Voilà, une assurance contre l'erreur de recrutement. Et c'est ça qui rend cette connexion bien plus précieuse et donc bien mieux rémunérée qu'une simple liste de compétences techniques empilées sur une plage A4. Ok, donc le mécanisme financier est très clair.
Le réseau, c'est un réducteur de risque. Donc l'instinct naturel, pour quelqu'un qui veut accéder à ces informations privilégiées, ce serait de s'appuyer sur ses meilleurs amis, sa famille proche, les gens qui nous veulent le plus de bien en somme. Ce sont eux qui vont nous faire entrer dans ces cercles. C'est la déduction que presque tout le monde fait, mais sur le plan de la création de richesse pure, c'est une erreur stratégique majeure. Vraiment? Oui, des sociologues, et notamment Marc Granovetter, ont mis en évidence un phénomène qui va totalement à l'encontre du bon sens populaire. C'est ce qu'on appelle la force des liens faibles. Les liens faibles. C'est-à-dire les gens qu'on connaît à peine? Exactement. Ce ne sont pas nos relations intimes, nos liens forts, qui nous enrichissent le plus ou qui nous apportent les meilleures opportunités disruptives. Mais pourquoi? Ça semble tellement paradoxal. La raison économique est assez simple quand on l'analyse. Nos amis proches, ils évoluent généralement dans le même cercle social que nous. Ils lisent les mêmes articles, ils fréquentent les mêmes milieux, ils entendent exactement les mêmes rumeurs à la machine à café. Donc en fait, ils partagent le même bassin d'informations. Ils ne peuvent rien nous apprendre de vraiment nouveau. C'est ça. À l'inverse, les liens faibles, comme un ancien collègue perdu de vue, une personne croisée une fois lors d'une conférence, ou le client d'un client, eux, ils agissent comme des ponts structurels vers des groupes sociaux entièrement nouveaux. Des écosystèmes différents? Voilà. Et d'un point de vue de l'intelligence économique, ce sont ces ponts qui donnent accès en avant-première à des informations inédites. T'as un exemple concret? Oui. Un lien faible qui évolue dans un autre secteur d'activité, ce sera le premier à savoir qu'une start-up non cotée cherche discrètement un nouveau directeur financier, ou qu'un projet d'investissement privé est en train de se monter, bien avant que la presse n'en parle. Avoir un vaste réseau de liens faibles, c'est comme déployer un filet radar immense pour capter la valeur avant tout le monde. Ce qui amène à une réflexion assez brutale sur notre système d'éducation finalement, parce que ça détruit complètement le mythe du diplôme comme garantie absolue de succès. Complètement. On observe tout ça autour de nous. Deux personnes sortent de la même grande école, avec la même mention, exactement le même bagage technique, et pourtant, 10 ans plus tard, l'une stagne dans la classe moyenne, pendant que l'autre voit ses revenus et son patrimoine exploser. Si le point de départ technique est le même, comment est-ce que le système justifie une telle différence? Cette divergence, elle s'explique par la dynamique de concentration du capital, et plus spécifiquement par la discrimination par les réseaux. Dans une étude très poussée de Chica-Okafor en 2025, on trouve une modélisation mathématique implacable de ce phénomène. Et que dit cette modélisation? Elle démontre que, même si on place ces individus dans un écosystème avec des politiques parfaitement neutres, théoriquement aveugles aux origines, au genre ou au milieu social, des inégalités économiques massives finissent toujours par réapparaître et se creuser. Mais comment c'est possible si les règles de départ sont justes sur le papier? À cause d'un biais humain hyper puissant qu'on appelle l'homophilie. L'homophilie? Oui, c'est la tendance naturelle, presque algorithmique, on pourrait dire, qu'ont les individus à se connecter, à faire confiance et à s'associer avec des personnes qui leur ressemblent ou qui partagent leur code. Ah, le fameux qui se ressemble s'assemble. C'est ça, mais appliqué à la haute finance. Mathématiquement, dans les sphères de pouvoir, les groupes qui sont déjà dominants ont des réseaux extrêmement denses. Et les autres, ceux issus de milieux moins connectés, ont par définition des réseaux plus restreints dans ces zones stratégiques. Donc ça veut dire que l'opportunité économique, le bon plan d'investissement ou la promotion, ça ne voyage pas du tout de manière aléatoire, ça circule en circuit fermé. C'est un effet cumulatif dévastateur pour ceux qui sont à l'extérieur. L'opportunité financière ne va pas forcément chercher l'individu le plus méritant de l'organigramme. Elle ruisselle là où les canaux de confiance sont les plus fluides. Et là où les réseaux sont denses, le capital s'attire, il s'accumule et il se protège. On en revient toujours à cette réalité têtue. Le bagage intellectuel seul, ça a un plafond de verre. Exactement. Mais alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment la sociologie et l'économie expliquent cette transformation concrète? Comment on passe d'un simple carnet d'adresses à de l'argent sonnant et trébuchant sur un compte en banque? Des théoriciens comme Pierre Bourdieu, par exemple, ont brillamment conceptualisé cette mécanique avec le terme de fongibilité du capital. La fongibilité, c'est-à-dire la capacité d'échanger une chose contre une autre de même valeur. C'est ça. Il faut arrêter de voir le carnet d'adresses comme une liste de contacts inertes dans un téléphone. Le capital social est parfaitement fongible. Ça veut dire qu'il se convertit littéralement, via des mécanismes de marché, en capital économique. T'as un exemple de conversion directe, Sam? Bien sûr. Un réseau puissant, c'est ce qui permet d'obtenir un prêt bancaire à un taux défiant toute concurrence, juste parce que le directeur de la banque vous fait confiance. C'est ce qui permet de remporter un appel d'offres sans mise en concurrence féroce, ou d'entrer au capital d'une boîte avant qu'elle ne soit connue du grand public. Donc, si je reprends l'exemple de nos deux diplômés de tout à l'heure,
Le diplôme prestigieux, ce capital culturel, il a besoin d'un catalyseur pour devenir de l'argent. C'est la métaphore exacte. Le diplôme, c'est un potentiel dormant. Sa rentabilité financière ne va exploser, il n'aura un véritable effet multiplicateur que s'il est couplé à un réseau capable d'activer ce savoir auprès des grands décideurs. Sans les relations pour l'introduire, le meilleur expert technique du monde reste un centre de coût pour sa boîte, pas un générateur de richesse. Absolument. Est-ce qu'il existe un secteur dans l'économie d'aujourd'hui qui illustre ça de manière extrême? Un domaine où le réseau écrase vraiment toute autre considération technique? Oh oui. Le monde du capital risque, le venture capital, c'est l'illustration la plus pure de ça. On parle d'un secteur où des investisseurs parient des dizaines, voire des centaines de millions d'euros sur des startups naissantes. Le niveau d'incertitude est total. Total. Eh bien, les analyses montrent qu'environ 80% des transactions et des levées de fonds dans ce milieu proviennent d'introductions internes. 80%! Oui. Les grands investisseurs, ils ne passent pas leur journée à lire des milliers de dossiers envoyés par des inconnus sur Internet. Ils financent les entrepreneurs qui leur sont recommandés par d'autres fondateurs à succès ou par des partenaires en qui ils ont déjà confiance. C'est fascinant parce que l'image publique qu'on a de ces investisseurs, c'est celle de génies de la finance qui analysent des tableurs Excel complexes pour trouver la perle rare. Alors qu'en coulisses, c'est juste un grand jeu de recommandations humaines. Et les modélisations financières vont encore plus loin. La rentabilité d'un fonds de capital risque, elle ne dépend pas seulement du flair de ses analystes. Elle dépend mathématiquement de la centralité de ce fonds dans l'écosystème. La centralité. Exact. Plus un fonds est au centre des échanges d'informations, plus il augmente ses chances de réaliser des sorties réussies, comme des introductions en bourse ou des rachats par des géants de la tech. On a pu mesurer que cette centralité réseau apporte une augmentation de 2,5 points sur les probabilités de succès. 2,5 points sur des portefeuilles qui gèrent des milliards, c'est des fortunes colossales générées juste par un avantage relationnel. Exactement. Si vous n'êtes pas au centre de ce flux humain, vous n'avez tout simplement jamais accès aux meilleures transactions. Et c'est là que notre fil conducteur prend tout son sens. C'est la preuve irréfutable que comprendre que nous sommes notre propre meilleur investissement, ça change la donne. C'est fondamental. Passer du temps à cultiver son réseau, à créer des ponts, c'est pas une distraction qui nous éloigne de notre vrai travail. C'est l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire. Un plan financier classique va offrir du 5 ou 8% par an. Mais un bon réseau, en déclenchant une seule opportunité majeure, offre un effet de levier incalculable. La comparaison est pertinente, mais je sais par expérience que ça soulève souvent un mur psychologique chez beaucoup de professionnels. Le fameux malaise du networking. Voilà. Si on comprend que ce réseau est vital pour capter la richesse, la question devient stratégique. Comment on construit ce réseau de manière intentionnelle, sans tomber dans une approche cynique ou transactionnelle qui va rebuter tout le monde? Ah oui, c'est la grande question. Parce que dès qu'on dit « je vais faire du networking pour augmenter mes revenus », l'image qui vient en tête, c'est celle du collègue insupportable. Le vendeur de tapis. Celui qui t'écrit sur LinkedIn uniquement quand il a besoin d'un service ou qui distribue ses cartes de visite comme des flyers. Personne, mais vraiment personne, n'a envie de devenir cette personne. C'est clair. Et la psychologie économique a étudié ces dynamiques de très près. Les chercheurs classent généralement les acteurs économiques en 3 grands profils de réciprocité. Premièrement, on a les preneurs. Les takers, en anglais. C'est ça. C'est le profil que tu viens de décrire. Ils cherchent systématiquement à extraire plus de valeur du système qu'ils n'en apportent. Ils monopolisent le temps, ils demandent des faveurs, mais ils disparaissent mystérieusement quand on a besoin d'eux. Ok. Et le deuxième profil? Ensuite, on a les équilibreurs ou matcheurs. Ce sont des acteurs très transactionnels. Ils fonctionnent sur un système de comptabilité stricte. En gros, je te donne une info aujourd'hui, mais j'attends un retour équivalent très vite. Un système de troc financier pur et dur, en somme. Du donnant-donnant immédiat. C'est exactement ça. Et enfin, le troisième groupe, ce sont les donneurs, les givers. Eux, ce sont des individus qui partagent des informations, font des introductions, offrent du mentorat sans exiger de réciprocité immédiate, et parfois sans même tenir les comptes. Alors là, logiquement, si on regarde ça avec les lunettes du capitalisme traditionnel, on pourrait se dire que dans la jungle des affaires, ce sont les preneurs les plus impitoyables, ou à la limite les équilibreurs, qui accumulent le plus de richesses sur le long terme. Les donneurs, ils devraient se faire dévorer tout cru. Et c'est là qu'intervient l'une des découvertes les plus contre-intuitives de l'économie comportementale. C'est le paradoxe des donneurs. Qu'est-ce que c'est?
Si on regarde les statistiques de réussite, de revenus et l'ascension professionnelle, les donneurs se trouvent effectivement tout en bas de l'échelle. Ce sont ceux qui s'épuisent, qui se font exploiter par les preneurs et qui sacrifient leur propre progression. Donc la théorie cynique se confirme, les gentils finissent derniers. Sauf que, et c'est la donnée fondamentale, on retrouve aussi les donneurs tout en haut de la pyramide. Attends, quoi? Oui, ils dominent de manière écrasante les classements des meilleurs revenus, des meilleurs vendeurs, des partenaires les plus influents. Les preneurs et les équilibreurs, eux, stagnent presque tous dans la moyenne. Ok, faut qu'on clarifie ça parce que ça semble impossible. Comment un donneur peut être à la fois le profil le plus pauvre et le profil le plus riche de l'économie humaine? La nuance, elle est vitale. Le donneur qui s'épuise en bas de l'échelle, c'est un donneur sacrificiel. Il ne met aucune limite. Le donneur qui accumule la richesse, lui, c'est un donneur stratégique. Il protège férocement son temps. Mais du coup, un donneur stratégique, est-ce que c'est pas juste un manipulateur déguisé? Si j'aide quelqu'un de manière désintéressée, mais qu'au fond de moi, je sais que ça va me rapporter de l'argent dans 5 ans, c'est le cynisme qu'on essaie d'éviter, non? La frontière peut sembler mince au premier abord, mais la posture change radicalement les résultats économiques. Le manipulateur ou le preneur, il voit l'économie comme un gâteau de taille fixe. Un jeu à somme nulle? Exactement. Pour qu'il ait une plus grosse part, il faut qu'il prenne celle d'un autre. Le donneur stratégique, au contraire, il utilise son réseau pour agrandir le gâteau pour tout le monde. Il crée de nouvelles opportunités qui n'existaient pas avant. C'est ça. S'il met en relation deux entrepreneurs qui finissent par fusionner, le donneur stratégique n'exige pas une commission immédiate sur l'opération. Il ne tient pas de fichier Excel de ses faveurs. Son intention est authentiquement de fluidifier le marché. Mais en agissant comme ça, il devient le nœud central par lequel passe toute la création de richesse. Et cette valeur, elle finit toujours par ruisseler vers lui d'une manière ou d'une autre. Parce que la monnaie d'échange la plus forte dans cette économie, c'est pas le calcul à court terme. C'est la réputation. Comme des intérêts composés sur un compte d'épargne. L'analogie des intérêts composés est vraiment la plus juste. Les acteurs qui se comportent en preneurs finissent toujours par brûler leur pont. Le marché repère très vite les éléments toxiques. C'est vrai que les mauvaises réputations circulent vite. Très vite. Résultat, ils doivent constamment dépenser une énergie folle pour reconstruire de nouveaux réseaux, le DIP, ce qui représente un coût d'acquisition humain insoutenable à long terme. Les équilibreurs, eux, ont des réseaux très limités parce qu'ils exigent une transaction immédiate. Ça freine la fluidité des échanges. Voilà. Alors que le donneur stratégique, lui, accumule au fil des années un capital de sympathie, une sorte de dette morale diffuse au sein de son industrie. Et cette réserve de capital humain finit toujours par se déclencher. Toujours. Au moment le plus inattendu. Un ancien contact devenu dirigeant va l'appeler pour une association inédite. Un investisseur va lui glisser une info confidentielle. On ne peut jamais modéliser avec précision d'où viendra le retour sur investissement, mais statistiquement, sur la durée d'une carrière, ce retour est inévitable et ses proportions sont gigantesques. C'est fascinant. D'ailleurs, il est documenté que les dirigeants qui coupent leurs activités de networking pour s'enfermer dans l'opérationnel pur estiment eux-mêmes perdre près de 30% de leur chiffre d'affaires. Ce chiffre seul prouve que le lien social humain, c'est pas un luxe, c'est le lubrifiant essentiel des rouages de l'économie. Se priver d'un réseau par timidité ou par arrogance intellectuelle, c'est de l'imprudence financière pure et simple. C'est opérer avec un boulet au pied. Ça revient à jouer au Monopoly en refusant d'acheter des propriétés, en espérant juste gagner en passant par la case départ à chaque tour. Ça ne marchera jamais face à des acteurs qui construisent des monopoles relationnels. Si on devait synthétiser tout ça, il devient évident que l'ère de l'expertise solitaire est révolue. Penser qu'on peut s'asseoir derrière un diplôme technique en attendant que le monde vienne rationnellement nous récompenser, c'est juste ne pas comprendre comment l'économie fonctionne. L'économie moderne n'est pas un système statique, c'est un organisme vivant, très dynamique, irrigué par la confiance. Et les règles du jeu, notamment l'asymétrie d'information, feront toujours en sorte de favoriser les cercles connectés. Je crois que c'est le moment de réitérer la vérité fondamentale qui sous-tend toute cette réflexion. Chaque individu qui cherche à accroître sa sécurité financière doit réaliser qu'il est son propre actif le plus précieux. Rien sur les marchés financiers ne remplace cela. C'est le message clé. Investir du temps et de la sincérité pour bâtir des relations de qualité, aller chercher ces fameux liens faibles et cultiver une réputation de donneur stratégique, c'est pas de la sociologie de comptoir, c'est une stratégie financière de haut vol. Le capital social n'est pas un supplément d'âme, c'est la matrice même de laquelle naît le capital économique. C'est une perspective qui donne énormément de pouvoir au fond. On ne gère plus seulement une carrière ou un portefeuille boursier, on a la responsabilité de nourrir un véritable écosystème humain autour de nous. Tout à fait. Et ça amène une toute dernière réflexion, presque une provocation pour envisager l'avenir.
Je t'écoute. Aujourd'hui, on nous promet que les algorithmes et l'intelligence artificielle vont tout rationaliser. Ces technologies prétendent effacer les frottements du marché, en matchant parfaitement les talents avec les entreprises de manière purement mathématique. L'automatisation parfaite. Voilà. Mais face à cette automatisation glaciale, on peut se poser la question, la confiance humaine, cette sensation viscérale, intuitive et totalement non quantifiable qui circule quand deux personnes se serrent la main, ne va-t-elle pas, paradoxalement, devenir la ressource la plus rare, la plus traçable et donc la plus chère de l'économie de demain? Ah, c'est une pensée vertigineuse à garder en tête. L'irrationalité du facteur humain comme ultime valeur refuge face à la machine. Écoute, il est temps de clôturer cette analyse. Merci infiniment pour cette plongée fascinante dans les rouages de la création de richesse. C'était un vrai plaisir de rendre ces concepts tangibles. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle discussion. Le plaisir était pour moi. Au revoir.